Il faut que les flics sachent que si j'ai le temps de prendre mon arme, je tirerai. Ce que nous venons de faire pour cette tombe s'inscrit dans notre lutte contre les pratiques déviantes dans les rues et les entreprises. La destruction des coupoles et des mausolées construits sur les tombes correspond aux ordres de notre prophète qui avait ordonné de faire la même chose en son temps. Selon lui, la charia interdirait de construire une tombe qui dépasse la hauteur d'une main. Vous recevez maintenant des jeunes gens qui sont de nationalité française, mais qui ne se sentent absolument pas français. Pour eux, ça n'existe pas. Qui se sentent simplement appartenir à la communauté musulmane, la fameuse Oumma. Et ceux-là, vous nous dites, ils sont prêts à tout, puisque de toute façon, ils sont même prêts à tuer des soldats français. Vous dites un truc très juste, d'ailleurs. Vous dites on ne devrait pas les incriminer de terrorisme, mais plutôt d'intelligence avec l'ennemi, comme pendant les guerres, et comme font les Américains. Je trouve ça très, très juste. Mais du coup, ça relativise ce que vous venez de dire, parce que ça veut dire qu'on combat l'islam, une certaine forme d'islam en tout cas. Non, parce que moi je pense que c'est un combat entre islam. Non, mais là en l'occurrence c'est un combat entre plusieurs conceptions de l'islam. On n'a pas à juger, nous, non-musulmans, de ce qui est le bon islam et du mauvais islam. C'est prétentieux. Donc c'est un combat entre deux islams et on a le même combat chez nous. Et donc Les heures passent, bientôt il fera jour à Nyono. C'est l'heure de la prière pour les soldats maliens, tous musulmans. Ils ne combattront pas aujourd'hui. Les islamistes ne se sont pas montrés. La tension retombe, peu à peu. Fatou a retrouvé la joie de vivre. La vie à Gao a donc repris normalement ou presque. L'eau, l'électricité sont encore rationnées. Le réseau téléphonique, lui, a été rétabli. La ville de Gao n'est donc plus totalement coupée du monde. Toute dernière précision. Au Mali, la guerre est loin d'être finie. L'explosion d'une voiture piégée à Kidal et des combats de rue à Gao sont venus le rappeler. La ville était le fief des islamistes. Pierre Didier. La patrouille de l'armée malienne progresse avec prudence. Faites attention surtout au côté gauche, ok? C'est vers là que je viens le danger. La longue avenue longe la résidence du gouverneur de Gao. Il est 7 h du matin. Hier soir, après la coupure de l'électricité, quelques éléments se sont infiltrés. Au carrefour, les tout premiers tirs. Le combat est engagé. Les djihadistes sont retranchés dans les parties hautes du bâtiment de la mairie. À l'arme lourde, l'armée malienne tente de les réduire au silence, en vain. Quelques blessés évacués. L'engagement dure déjà depuis 3 heures. On a 2 blessés légers. Légers? Oui. Et à votre avis, ils sont combien dans la mairie là? C'est une trentaine, c'est plus de 30. À la mi-journée, les munitions menacent de manquer. Et les tirs croisés des djihadistes infiltrés prennent les troupes maliennes à revers. Elles reculent. Des éléments blindés français viennent alors en appui et un hélicoptère de combat tire un missile, l'hôtel de ville est en feu. Après 10 heures de combat, les forces maliennes et françaises ont enfin pris le dessus. Manifestement, il y a encore quelques groupes armés qui sont extrêmement déterminés et qui, plutôt que se rendre, préfèrent combattre jusqu'à la mort. Nous sommes maintenant dans un combat asymétrique et qu'il y a une vraie guerre au Mali. Que cette vraie guerre, elle a lieu au nord, mais elle a lieu aussi dans les villes, autour des villes que nous avons libérées. Le Mujao, qui a aujourd'hui revendiqué l'attaque, a juré de revenir à l'assaut de Gao. Les 85 000 habitants de la ville ne sont pas prêts de retrouver la sécurité. Derrière cette porte, une dizaine de prisonniers sont enfermés dans moins de 10 mètres carrés. Cet homme est un combattant du Mujao, le mouvement pour l'unicité du djihad en Afrique de l'Ouest. Il a été arrêté il y a 8 jours lors de combats avec l'armée nigérienne. Je fais partie du Mujao, mais j'étais juste un interprète et c'est pour ça que j'ai été arrêté. Un interprète du Coran.
Il faisait respecter la charia dans la ville. Qu'est-ce que vous faisiez avec le Moujao exactement? Exactement, je n'ai rien fait. Si c'est pas ça, c'est un corbeau. Ils vont prendre le corbeau, vont me dire que le corbeau, qu'est-ce que ça là? Qu'est-ce que tu fais avec les cigarettes? Il dit que qu'est-ce que tu fais avec les cigarettes? Tu as compris? Il veut dire le type de Moujao, il dit qu'il filme ça, c'est son goût quoi. Moi j'ai dit le Moujao, le type il va me dire que il faut dire qu'il ne caresse les cigarettes parce que pour le santé lui-même, c'est pas bon. Cet islamiste minimise ses actions. Pendant l'occupation de la ville, fumer était passible de coups de fouet. Pour vous, c'est un combattant, ça? C'est sûr. Ce sont eux qui interprètent les coups de fouet que vous devez avoir. Puisqu'il est avec les Moujao. Si on trouve que vous êtes en train de fumer, celui qui fait l'interprète, et si normalement vous devez avoir fouetté, il fait la liaison entre... C'est ça. Dans la cellule, d'autres combattants attendent aussi leur sort. Devant notre caméra, ils clament leur innocence. Nous mangeons, nous boivons, nous dormons très bien. Il n'y a pas de mal. On fête vraiment la paix. Vive le pouvoir malien. Nous sommes fiers de voir la gendarmerie ici, les policiers vivent. Je vais donner les bouchons pour l'eau. Ouais, je vais vous amener de l'eau. Hein? Quelques minutes plus tard, sans la présence des gendarmes, le discours de cet homme change radicalement. Il faudra chercher une solution pour nous. Et regarde comment tu vois comment nous chaise, tu vois là l'eau, ça fait très chaud à l'intérieur, il n'y a pas d'électricité. Nous sommes vraiment maltraités ici. On nous a trottis, si tu avais montré mon épaule tout de suite, tu vois comment on m'a fait. Tu vois ici, tu vois sur ma tête. C'était juste m'a frappé avec des bâtons pour que je parle de ça que je ne peux pas. Chaque fois, les militaires viennent ici, nous menacent avec des armes. Chaque fois. La loi du plus fort a changé de camp et le statut de prisonnier de guerre est des plus précaires. Les gens ils disent toujours qu'ils ne sont pas coupables. C'est à nous, on apportera les preuves. Eux, ils disent qu'ils ne font pas partie du Moujao. Oui, mais vous savez, quand les gens sont en difficulté, chacun cherche sa tête. Maintenant, à eux de nous apporter la preuve contraire. Nous avons les preuves contre eux. Pour vous, là, c'est des combattants? Oui, il y a certains combattants, il y a aussi les complices. Ces prisonniers vont être transférés dans le sud du pays pour y être jugés. Au Mali, la peine de mort est toujours en vigueur. Ne croyez pas pour autant qu'il n'y ait pas eu une islamisation ou une influence islamique jusqu'à Bamako et encore plus au sud. N'est-ce pas? Il y a eu des années où on ne faisait rien pour les plus pauvres de ces Maliens, et bien sûr la proposition islamique rencontrait un écho, et ça n'est pas négligeable. Alors si nous prouvons que la communauté internationale, cette fameuse Europe que l'on cherche, peut faire quelque chose rapidement, ce serait formidable, mais ça n'est pas sûr. Et puis nous on leur vend des armes. Et nous on leur vend des armes, oui. Ce qui fait qu'on peut retrouver ces armes-là contre nous. On peut retrouver ces armes-là contre nous, et si on avait vendu beaucoup d'armes à M. Kadhafi, on les retrouverait au Mali maintenant. Et on commence à les retrouver parfois. Bien sûr. Jean-Marie Le Pen, qu'est-ce que vous faites au Mali? Cette guerre, c'est le rêve absolu, n'est-ce pas? C'est le seul conflit où on peut tuer en même temps des Noirs et des Arabes. Intact, n'est-ce pas? International, des preuves et des éléments probants, cassants contre le pouvoir. Il y a des journalistes en France. Il y a des journalistes qui ont affirmé. Les forces franco-maliennes continuent leur progression au nord du Mali. Après avoir repris le contrôle de Gao ce samedi, elles sont arrivées aux portes de Tombouctou la nuit dernière. L'armée a procédé à une trentaine de sorties aériennes avant d'atteindre ses objectifs ces 2 derniers jours. Les islamistes tiennent cependant toujours la ville de Kidal, la 3e agglomération de la région. Les troupes n'auraient pas rencontré de résistance, cette fois de la part des islamistes, qui ont pris la ville l'an dernier et détruit des vestiges classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. On ne pouvait pas enlever notre voile, on devait porter des vêtements conformes à l'islam qui nous couvrent de la tête aux pieds, sinon c'était des violences et des menaces à chaque fois. Des attaques terroristes, c'est ça? Que la foudre s'abat sur moi et sur mon ennemi.
Voilà ce qu'ils vont suivre comme proverbe, et ils vont y aller, ils vont essayer d'y aller. Sauf que maintenant, ils sont reniés. Il y a déjà les Touaregs qui se retirent de la coalition parce qu'ils sont prêts à aider la France. Ils espèrent que la France pourra agir plus tard sur le gouvernement malien qui leur donnerait une partie d'autonomie dans leur pays qui est le Nord Mali. Les Touaregs, oui. Les Touaregs, voilà. Alors, les Touaregs eux-mêmes sont divisés en branches différentes sur l'Algérie, sur la Libye, sur le Niger, sur le Mali et sur le Burkina Faso. Ça fait au moins 5 pays différents. Il y a peu de recensements extrêmement fiables, et ce depuis la période coloniale, donc il est assez difficile de dire combien l'ensemble des Touaregs représentent. L'estimation, effectivement, est entre 1,5 million et 2 millions. Bon, mais ça peut être un peu moins, ça peut être plus, c'est assez difficile. Et il faut encore savoir aussi où se situent les gens dans la mesure où ils bougent beaucoup. Ce qui suscite de l'engouement à Bamako, ce sont ces drapeaux. Depuis l'intervention française, le bleu, blanc, rouge inonde la ville et les chœurs. Pour le moment, les drapeaux français sont plus importants que les drapeaux maliens parce que la France nous a libérés. Jeudi, une demi-heure avant le match entre le Mali et le Ghana, dans les rues de Bamako, il n'y a aucune effervescence. Habituellement, c'est la rue la plus animée de la capitale avant les matchs. Cette année, il n'y a rien. Les esprits sont ailleurs. Au coup d'envoi, il n'y a guère que dans les maquis, ces bistrots de quartier où l'on trouve un peu de monde. Mais ce n'est pas l'ambiance des grands jours. Comme à Bou, personne n'arbore les couleurs du Mali. On n'a pas envie de mettre des maillots parce qu'on a des choses dans la tête, des choses très graves dans la tête, les choses du Nord. Donc on regarde les matchs parce que c'est des Mali, nous sommes des Maliens. Mais on ne va pas trop fêter non plus parce qu'on a des frères qui ont été assassinés là-bas, on a tout ça dans la tête. 38e minute, c'est la douche froide. Penalty pour le Ghana, 1-0. Les visages sont crispés. Le score n'évoluera plus. Les Maliens devront attendre leur dernier match de poule demain pour se qualifier. Fin de la parenthèse football, la guerre revient dans les esprits. Bamako a de nouveau les yeux rivés vers un autre horizon. pour que tout le monde sorte d'un coup dès que M. Hollande arrive, le président de la République, et que tout le monde a un drapeau? Non. Forcément, ces drapeaux sont venus de quelque part. Forcément, ces drapeaux ont été distribués. Je doute très fort qu'une ville qui vient d'être prise aux islamistes ait des drapeaux dans toutes les maisons. Donc, sur l'Aliès, je crois qu'il faut regarder de près cette affaire. Je vous parle de la façon dont, non pas dont notre président de la République a été accueilli comme tous les présidents de la République, mais la façon dont nos militaires ont été accueillis. Et apparemment, on était plutôt contents de les voir arriver. Nos militaires, pour si vous pouvez me prouver le contraire, c'est intéressant. Nos militaires, pour l'instant, ont été accueillis comme des héros par les Noirs du Sud. Oui. Dans cette affaire, il y a un détail qu'on oublie, c'est qu'on est dans une lutte ethnique séculaire entre le Sud et le Nord. Le Sud est globalement dominé par des ethnies dites africaines noires. Le Nord est plutôt dominé par des ethnies dites blanches, plutôt touareg et arabes, globalement, maures. Bon. Et cette rivalité existe depuis toujours. Donc c'est vrai que les Maliens du Sud sont très contents de nous voir arriver dans ce pays. Je vais un tout petit peu plus loin. Pourrait-il y avoir des morts français et qu'on nous les ait pour l'instant cachés? Non, je ne crois pas. Ça, les morts français, ça m'étonnerait beaucoup pour une simple raison, c'est qu'il n'y a pas eu véritablement d'affrontement. Premièrement, il n'y a pas eu véritablement de guerre, d'affrontement entre les soldats français et les autres. On a vraiment fait comme les Américains en 2001 en Afghanistan, on a tapissé de bombes. C'est-à-dire, on a surtout... Qui est compliqué, ce sera d'aller chercher ces groupes djihadistes dans le nord du pays. J'en ai parlé avec l'amiral Guillot, donc le chef d'état-major des armées. Il me disait qu'effectivement, cette mission, cette phase de la mission, serait très complexe dans ce désert malien, puisqu'on peut tout à fait, contrairement à ce que l'on pourrait penser, se cacher derrière une dune. C'est assez compliqué comme terrain. Une sorte de mission impossible. Les échanges de tirs ont duré jusqu'au milieu de l'après-midi. Ils ont permis de fixer les éléments terroristes qui étaient présents dans la zone et d'en neutraliser plus d'une vingtaine. 20 islamistes tués, 2 dépôts de munitions détruits dans une opération surnommée Panthère 4. Depuis lundi, près de 150 soldats français et maliens ont pris d'assaut le massif des Ifoghas. Une région désertique au nord-est du Mali, véritable sanctuaire des islamistes.
C'est ici que seraient cachés les plus durs, les plus fondamentalistes d'entre eux. Certains repliés là après leur déroute dans les grandes villes maliennes. Pour l'armée française, l'objectif est clair, repérer et éradiquer l'ennemi. On a mené une guerre du désert et nous connaissons la barbarie des militaires tchadiens. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune armée africaine qui soit capable de se substituer à l'armée française. C'est la raison pour laquelle j'exprime toujours des inquiétudes sur le fait que nous sommes condamnés à rester pendant longtemps. Merci Noël Mamère. Dans la zone. Pour compléter le tableau ubuesque de cette affaire complexe, c'est qu'au même moment, au sud, pendant que les Français font la guerre pour les Maliens, vous avez à Bamako des soldats qui sont censés être des soldats d'élite, qu'on appelle les bérets rouges et les bérets verts, qui se sont tirés dessus pendant tout le week-end. Ils ont fait des morts. Les bérets rouges sont les partisans de l'ancien président Amadou Toumani Touré, qui sont retranchés dans une base, etc. Et vous avez de l'autre côté les bérets verts, dont est issu le putschiste, le capitaine putschiste actuellement au Mali, et ils essaient de reprendre le pouvoir. Donc au même moment, pendant que les Français font la guerre pour l'unité du Mali, vous avez l'armée malienne qui se tire entre elles. Et donc on se retrouve dans une situation un peu compliquée aujourd'hui, où on est en train de renforcer un putschiste qui vient de se faire nommer, par la même occasion, il vient de se faire nommer chef de la réforme de l'armée au Mali. Mais les bérets rouges, maintenant, ils sont enfermés, désarmés, presque prisonniers. Hein. Oui. Enfin, la question, c'est de savoir si on peut faire avec ou sans. Et apparemment, il faut faire avec. Les Américains disent qu'il faut faire sans. Mais bon. Le corps exécutif, c'est que, bien entendu, ce n'est pas une intervention française. C'est une intervention qui est faite en collaboration et en corrélation avec la CEDEAO. Tout ça a été validé par le Conseil de sécurité. Donc, même les pays européens, là, il est urgent que les uns et les autres fassent des efforts pour fournir les moyens nécessaires en appui et en soutien pour renforcer le dispositif. Possible conséquence de cette intervention au Mali, une prise d'otages géante dans l'Est algérien. Est-ce que c'est la suite logique en quelque sorte? Disons, ça veut dire premièrement que différents pays étaient menacés par soit des attentats, soit par des prises d'otages, dont l'Algérie, dont on sait pourtant que la priorité des priorités après les 10 ans de terreur était de ne pas avoir de mouvements djihadistes chez eux, puisqu'ils avaient bouté notamment AQMI hors de leurs frontières au Nord Mali. Le vrai patron du pays, c'est un capitaine, qui s'appelle le capitaine Amadou Sanogo, qui a été formé, d'ailleurs c'est l'ironie de l'histoire, qui a été formé quasiment pendant 6 ou 7 ans aux États-Unis, d'abord dans l'armée de l'air, ensuite c'est un officier de renseignement. Donc je veux dire, les Américains sont très amers parce qu'ils ont mis des centaines de millions de dollars pour former des gens comme Sanogo, qui a fait un coup d'État en mars 2012, même si on n'aimait pas le président Amadou Toumani Touré, en disant voilà, c'est vrai qu'il avait frayé avec AQMI et tout. Mais je veux dire, ce pays en ce moment est totalement à volo. Et la difficulté pour la France, c'est que la France se trouve complètement investie profondément sur le plan militaire, va être obligée de mettre ses deux mains dans le cambouis sur le plan politique pour tenir ce pays. Et ça va être ça vraiment la grande difficulté. Et c'est déjà en train de déraper, parce que bien évidemment, comme l'a dit Mathieu Guider, quand on voit que l'armée qu'on est chargé de former, déjà les bérets rouges se battent avec les bérets verts d'ailleurs, qui attaquent les bérets rouges de l'ancien président Amadi Toumani Touré, ATT, c'est vrai que c'est un pays profondément déstabilisé. La classe politique, les gens sont tétanisés parce qu'ils ont peur de Sanogo. Le président par intérim, Diokounda Traoré, fait quasiment allégeance devant tout le monde à ce chef de la junte, qui va sans doute lui aussi se présenter. Le pays est déstabilisé. C'est une grande difficulté au niveau entre le nord et le sud. Et je veux dire, c'est très difficile. On en a parlé déjà dans cette émission où certains disaient oui, mais la France doit accompagner politiquement. J'ai lu que le représentant permanent aux Nations Unies de la France, Gérard Haraud, a dit le 6 février, il a dit les élections maintenant, ça ne sera pas le 30 juillet, ça sera d'ici la fin de l'année. Mais c'est du bon sens. Tout le monde sait comment faire les élections avant le 30 juillet. Donc, la France, quand Laurent Fabius nous dit on part au mois de mars, mais attends, on rigole. Il y a d'abord les forces spéciales, bien sûr, resteront, mais la France va se trouver engagée dans ce pays pour très longtemps et toute seule, ce que je disais au début de l'émission. On paye aussi la folie BHLO-sarkozyste de la Libye. C'est-à-dire que les armes qui se retournent aujourd'hui contre nos soldats sont des armes en partie qu'on a balancées pour abattre Kadhafi. Matériel français
en Libye, vous réussissez à faire renouer des relations entre le gouvernement français et le gouvernement libyen. J'ai amené Claude Guéant là-bas, Brice Hortefeux là-bas et Nicolas Sarkozy là-bas en tant que ministre de l'Intérieur. 3000 djihadistes font trembler plusieurs pays et des millions de personnes. Non, mais il faut dire qu'on n'est pas dans une guerre normale. S'il y avait vraiment une troupe avec... il y a plus de 4000 soldats français quand même, et on a en face des Tchadiens 2000, et ça continue. S'il y avait vraiment 2500 djihadistes en face à ces 6000-là, on en fait une bouchée en très peu de temps. Quelle est l'implication du Qatar dans le conflit malien? On combat des gens qui sont financés par nos meilleurs amis, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Tout le monde le sait. Mais tout le monde le sait. Et personne ne dit rien. Personne dit, tout le monde dit. Ça dépend. Quand vous avez besoin de pétrole, vous faites quoi si vous dirigez un pays? Vous dites arrêtez. Comme ça, j'aurai plus de pétrole. Les gendarmes maliens sont de retour à Gao. Ils l'avaient quitté en avril dernier, quand les djihadistes avaient pris le contrôle de la ville. Après les bombardements français, les combattants islamistes ont fui, en laissant derrière eux une partie de leur arsenal, dans de multiples cachettes. 2 personnes là-bas. Allez-y, vous parlez à la population. Aujourd'hui, les gendarmes patrouillent dans les rues de la ville pour sensibiliser la population sur ces stocks d'armes et de munitions. Seule la population peut nous aider, parce qu'on n'a pas les moyens de passer dans chaque maison pour fouiller. Mais si vous comprenez les enjeux, peut-être vous pouvez nous aider efficacement pour faire sortir ces armes qui peuvent être des dangers potentiels pour la population. Oui. Donc, si des familles détiennent ces armes, faites tout pour informer les forces de l'ordre. Vous avez fini avec ça, donc on entre dans le carré. Voilà. Opération porte à porte pour la gendarmerie de Gao. Pendant ce temps-là, l'armée française sécurise l'aéroport de la ville, à la recherche d'obus, les oignons en jargon militaire. Et là, il y a des oignons du Malien. Non, pas vu. Non, pas vu. C'est pas vu. D'accord. Sinon, vous me faites tout là. Là, vu qu'on a fini l'intérieur, maintenant, on peut claquer tout là. C'est dans cet endroit stratégique, mais toujours hostile, que les Français ont installé leur quartier général. La menace, elle est double. D'une part, tout ce qui est pollution du champ de bataille, c'est-à-dire des munitions abandonnées sur le terrain, qui pour certaines d'entre elles ont pu être dégradées parce qu'il y a eu des explosions à proximité. Et puis, bien sûr, on est dans la menace liée directement au combat, avec le minage, avec les obstacles qui peuvent être posés par les groupes terroristes. Victoire ici des mineurs, hein. Compte rendu, 80% de la dépollution du hangar faite. Parlez. Retour dans le centre-ville de Gao. L'opération de sensibilisation de la population semble avoir porté ses fruits. Les habitants ont contacté la garde nationale pour leur indiquer une cachette d'armes. Depuis 1 an, cette maison d'habitation est occupée par les islamistes. Un impressionnant stock d'explosifs est découvert. Ça, c'est une roquette pour les RAC, lance-roquettes. Ça, c'est les fusées de tête pour les obus. Les obus de 120 mm. Et ça appartient à Moujao? Moujao, oui, oui. Des armes, mais aussi de la drogue. Ils faisaient des injections, c'est des ampoules. Comme ils sont partis dans la foulée là, donc ils ont tout laissé ici. Et c'est quoi comme drogue? Bon, pour leur permettre de bien combattre et puis de ne pas réfléchir, quoi. De ne pas avoir peur? Oui, de ne pas avoir peur, bien sûr. Ouais, ici, il y a des caisses vides de munitions et puis des grenades aussi, mais on ne peut pas les toucher d'abord parce que les spécialistes vont venir pour expertiser. Vous avez appelé qui? L'armée française? Oui, l'armée française. Nos amis français, on a fait appel pour venir voir les grenades. Parce que pour le moment, on ne peut pas les toucher. On ne sait pas d'abord si c'est piégé ou pas. 2 simples parpaings sont posés devant la porte pour sécuriser ce stock d'armes, en attendant l'intervention des démineurs français. Vous avez dit que les islamistes étaient équipés d'armes françaises. Oui. Alors ils n'ont aucune chance. Ils partent avec un gros handicap. Oui, mais notre armée aussi a des armes françaises. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, mec. Ah bah du coup, ça va peut-être être la première guerre qui fera aucune victime, mec. Quelque chose d'assez extraordinaire, il y a une femme qui parle peu, mais qui, elle, a vécu quelque chose en 4 temps que quasiment personne n'a vécu. C'est Françoise Laribe. Elle a été kidnappée
puis libérée, puis séparée de son mari. Et elle a rencontré Abou Zaïd. Elle a eu en face d'elle exactement comme nous sommes en train de nous parler. Et elle expliquait que lorsqu'elle a rencontré Abou Zaïd et qu'il lui a annoncé sa libération, elle était dans quasiment un camp fortifié dont elle se disait elle-même qu'on ne pouvait pas ne pas le repérer depuis le ciel. Enfin, il y a des éléments extrêmement troublants. Alors même s'ils ont organisé, je disais, un peu spécifiquement pour qu'elle nous le dise, une démonstration de force, elle parle de camp militaire. C'était pas 3 groupuscules de zozo avec 3 pick-up. Non, c'est vrai, c'est d'ailleurs... Des entreprises ou des États. C'est en tout cas ce qu'a affirmé l'ancienne ambassadrice des États-Unis au Mali la semaine dernière, brisant un tabou, montrant du doigt la France et l'accusant de financer des groupes terroristes. AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, a pris des Français en otage dans une mine d'uranium au nord du Niger. Et pour faire libérer ces otages, la France a payé une rançon. La rançon était d'environ 17 millions. Alors bien sûr, la France n'est pas allée à la rencontre de ces salafistes en leur disant « Tenez, voici vos 17 millions de dollars ». Les rançons, comme toutes les autres rançons, ont été payées indirectement. Elles ont terminé entre les mains du gouvernement malien et ensuite ont été retournées, ou du moins une partie, aux salafistes. Et la France n'est pas la seule visée. Selon l'ambassadrice, entre 2004 et 2011, l'Europe aurait ainsi déboursé 89 millions de dollars aux preneurs d'otages du Sahel. 89 millions destinés à l'achat d'armes et de matériel pour renforcer leur puissance. Comme eux, d'autres étrangers sont retenus prisonniers par divers groupes islamistes de la zone frontalière entre Mali et Niger. C'est le cas de 4 Français enlevés il y a plus de 2 ans qui sont, selon Paris, vivants et en bonne santé. Le démenti du Quai d'Orsay est catégorique. La famille enlevée dans le nord du Cameroun il y a 48 heures n'a pas été libérée. Une source militaire camerounaise avait affirmé qu'ils avaient été retrouvés au Nigeria. Rumeur relayée à Paris par le ministre aux anciens combattants. Un sérieux cafouillage au sein du gouvernement. Forte tension au nord du Mali. Le Mujaou, un groupe islamiste, annonce avoir envoyé des djihadistes à Gao. De violents combats ont lieu avec les soldats maliens. Et puis à Kidal, un attentat a eu lieu près du camp occupé par les Français et les Tchadiens. La ville de Gao, tout comme les autres villes du Nord Mali, est un îlot de sécurité dans un désert d'insécurité. Tout autour de la ville de Gao, il y a encore de nombreux villages islamistes acquis à leur cause, avec des caches, avec des complicités parmi la population. Et c'est de ces villages que les djihadistes fomentent leurs attaques. C'est ce qui s'est passé il y a une dizaine de jours, quand des djihadistes ont investi le commissariat de la ville de Gao. Ils étaient arrivés parfois la nuit, parfois en pirogue, lourdement armés. C'est ce qui s'est passé encore aujourd'hui à Gao, puisque nous avons même vu certains de ces islamistes utiliser un lance-roquettes qui a visé la position de l'armée malienne où nous nous trouvions. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces djihadistes ne reculent devant rien. Ils sont là, ils savent qu'ils vont mourir en martyrs, certainement. Il y a 10 jours, ils ont quasiment tous été massacrés dans le commissariat de la ville de Gao. C'est ce qui s'est encore sans doute produit aujourd'hui. Mais peu leur importe, ils sont là pour mourir en martyrs pour leur djihad. C'est ce qu'on appelle la guerre asymétrique. Et cette guerre-là est sans doute la plus difficile à gagner. Voilà, document envoyé il y a quelques minutes à peine par Loïc Delamornay sur place. Et un peu plus au nord à Kidal, c'est une voiture piégée qui a explosé non loin d'un camp militaire français. Il y a 2 morts, dont le chauffeur du véhicule, et 2 blessés. C'est le premier attentat du genre au Mali depuis le déclenchement de l'offensive.